Nous allons pouvoir commencer cette année 2022 par une conférence donnée par Madame Allérand, professeure de philosophie, et qui va nous parler aujourd'hui d'Averroès et du problème de l'accès aux principes. Donc, on vous écoute. Merci à tous de me recevoir et de m'écouter. J'essaie d'être synthétique. On va parler effectivement du problème de l'accès aux principes dans la noétique rushdie. Donc il faut peut-être dans un premier temps resituer un peu ce qu'on entend par principe. Donc le principe, c'est ce qui arrive en premier. C'est conçu dans un rapport à une série. Et l'étymologie, qui est arché en grec, porte une signification double. Donc, le principe, c'est à la fois ce qui commence et ce qui commande. Donc, l'étude du principe repose sur les rapports entre le principe et la série qui gouverne. Mais quelle série devons-nous ici considérer? Il s'agit, dans le cadre de la philosophie aristotélicienne et rushdienne, donc Averroès est latinisé, le nom arabe c'est Ibn Rushd, donc on parle de philosophie rushdienne. Donc, dans la philosophie qui nous intéresse, la série est celle des causes et des effets qui gouvernent le devenir des états du monde. Donc avant de nous pencher plus précisément sur la question rushdienne de l'accès au principe, il faut resituer le problème dans la doctrine de celui qui commande, son maître, à savoir Aristote. Donc pour pouvoir saisir au sens métaphysique ce qu'est un étant, la philosophie aristotélicienne appréhende le devenir de l'être au travers de couples de notions, puissance et acte, substance et accident, matière et forme. Pour rendre compte de ce devenir, Aristote établit un réseau de 4 causes. La cause formelle, la cause efficiente ou agente, la cause matérielle et la cause finale. Aussi, la question qui se pose en regard de ce système causal est la suivante. Si la cause formelle est ce qui donne la forme, quel est le principe qui la détermine? Qu'est-ce qui rend raison de son être? En effet, si elle n'existe pas de manière nécessaire sans qu'une cause agente la fasse advenir dans une matière, c'est qu'elle tient son être d'un autre principe. Quel est-il? C'est en analysant le mouvement qu'Aristote conclut que l'acte est nécessairement antérieur à la puissance. La puissance requiert donc un mouvement pour se réaliser. Or, un moteur ne peut mouvoir sans être lui-même mu s'il n'y a pas de moteur qui meut sans être mu, à savoir un moteur immobile. Ce qui conduit Aristote à postuler l'existence d'un premier moteur immobile auquel serait comme suspendu notre monde, donc le monde sublunaire, substance antérieure à toute substance. Et je cite Aristote en Métaphysique, livre 9. Il faut donc qu'il existe un principe tel que sa substance même soit acte. Les attributs du premier principe sont donc d'être acte pur, sans mouvement, changement ou génération, et nécessaire, puisque de la première cause dépend la possibilité du mouvement, qui recouvre la génération, la corruption, le changement, en d'autres termes, la possibilité de devenir de tous les états. Ainsi, dans l'immobile, on trouve la condition de tout ce qui est mobile. Il faut noter que la démarche d'Aristote est toujours régressive. En effet, la métaphysique est dite science première, non au sens causal où l'on pourrait commencer par elle, mais elle est un point d'arrivée. Pour Aristote, s'il n'existait rien d'autre que les réalités physiques, alors la physique serait science première. Mais par une régression analytique à partir des causes naturelles, il arrive à la conclusion qu'il doit y avoir un premier principe, nécessité qui a la raison d'être du premier. Car à la question « est-il possible qu'il y ait des causes qui ne soient que des effets ?» on se doit de répondre que la multiplication à l'infini des causes ne peut être une cause suffisante. On ne peut remonter à l'infini des causes qui se conditionnent aussi. L'inférence d'une cause qui se suffit à elle-même, le postulat de la première cause, et donc du principe, explique le lien causal. Mais peut-on envisager la causalité du premier principe autrement que sur le modèle d'une efficience physique? Comment l'énergie pure, forme, sans matière, peut-elle agir sur l'univers? Quel est le lien entre le premier, l'acte pur, et la matière, qui est pure puissance? Et si le principe est supposé, est-il possible de le connaître? Deux problèmes apparaissent ici. Le premier, de nature causale,
ou l'ont mené à s'interroger sur l'efficience d'un tel principe sur le monde. Le deuxième est d'ordre noétique, donc noétique au sens médiéviste de science de l'âme, et dépend intimement du premier. Il concerne à la fois la possibilité de considérer le principe comme une intelligence, et si tel est le cas, de questionner le lien entre cette intelligence nécessairement parfaite et infinie et l'intelligence de l'homme. D'une part, examinons ce qui concerne l'effet de la première cause sur le monde. Il est dit que le ciel, la nature, en d'autres termes le monde sublunaire, est suspendu au premier. Mais cette suspension n'indique en rien comment ce moteur immobile peut mouvoir la matière. Quel est le mode d'action? Est-ce que c'est une procession? Le terme de procession est opposé à conversion et qualifie les effets du premier sur le monde comme une émanation, forme d'engendrement qui ferait découler tous les étangs du premier. Or, il semble que la notion de procession soit absolument étrangère à Aristote. En effet, le premier étant un principe auquel est suspendue la nature, il y a certes l'idée d'une dépendance, mais qui ne serait pas sur le mode de l'efficience. Il faut donc chercher une chaîne causale qui soit autre, un mode selon lequel le principe exerce sa motricité sur le monde matériel. Et c'est en revenant à la doctrine de la causalité aristotélicienne qu'on va pouvoir résoudre ce problème. Cette doctrine implique de ne pas faire de la causalité une idée réductrice qui la limiterait aux lois de cause et d'effet, aux lois du mouvement, telles qu'on pourrait par exemple les penser au travers de la mécanique classique. En effet, pour Aristote, il n'est pas possible de penser la causalité sans la notion de finalité, dans la mesure où toute cause ne peut avoir d'effet qui ne soit directement en lien avec la notion de cause finale, d'achèvement de la finalité. La cause finale prend donc un sens lorsqu'on arrive à penser le mouvement immobile. Le rapport de causalité entre le premier moteur et le monde se pense donc à travers la notion de cause finale, et le mouvement se transmet comme meuvent le désirable et l'intelligible, qui finalement meuvent sans être mus, au sens strictement physique. Quand on désire quelque chose, on est poussé à, sans que ce soit nécessairement un mouvement physique. La notion de finalité comme moteur se comprend donc ainsi: on tend vers une fin lorsqu'on la reconnaît comme étant la meilleure. Aussi, le monde sublunaire tend vers le principe dans la mesure où il constitue la meilleure des fins. Et le désir de connaissance, la connaissance étant entendue comme bien désirable, sans être mouvement physique, meut nos actions et nos pensées, meut l'intellect vers l'intellection en acte de l'intelligible. La cause finale, le bien et l'intelligible, sont moteurs non en termes d'efficience, mais en termes de finalité. Ainsi, pour tout intellect autre que celui du premier principe, l'accession à l'intelligible est une transformation qui affecte l'intellect lui-même et non pas son objet. Et c'est en ce sens que l'intellect est mu par l'intelligible. Nous le voyons, la finalité comme cause du mouvement permet de comprendre comment le principe meut tout en étant immobile. Le principe est la cause finale du monde, et c'est donc en tant que cause finale qu'il est moteur. Et dans la mesure où il est le souverain bien, il attire les êtres du monde sublunaire, le nôtre, vers sa perfection. Mais si cette qualification éclaire la nature de ce qu'est le principe, elle ne résout pas le problème de son activité. C'est-à-dire que le principe, acte pur, peut-il être autre chose qu'une représentation vide? Quel est le sens et le mode de son acte? La réponse d'Aristote en regard de sa définition de l'intellect est la suivante. Cette activité, c'est la pensée. En effet, pour le stagirite, le fait que la nature du premier principe soit d'être une intelligence relève d'une nécessité. Car, je cite encore Métaphysique, livre 9, « Si la fortune ou le hasard est cause du ciel, il y a encore une cause qui lui est antérieure, c'est l'intelligence et la nature. » Or, dans l'acte d'intellection, il y a identité entre l'intellect et l'intelligible. Selon le De Anima, je cite, en ce qui concerne les réalités immatérielles, il y a identité du pensant et du pensé, car la science théorétique et ce qu'elle connaît sont identiques. Ainsi, l'intelligence se pense elle-même en saisissant l'intelligible, car elle devient elle-même intelligible en entrant en contact avec son objet et en le pensant, de sorte qu'il y a identité entre l'intelligence et l'intelligible. La nécessité que le principe soit intelligence prend donc tout son sens pour éviter que la notion de premier moteur soit une représentation vide.
Donc en termes noétiques, la notion d'intellect est fondamentale dès qu'on s'intéresse à la nature du premier. Il apparaît ainsi que l'intelligence est non seulement l'acte pur du principe premier, qui se pense lui-même éternellement, mais aussi ce qu'il y a de commun entre l'homme et lui. En effet, l'homme, en tant qu'il intellige, ressemble au premier. Et c'est par l'acte d'intellection qu'il peut atteindre sa perfection, puisque sa cause finale est de s'identifier au principe dans une perspective de vie théorétique. Mais le concept d'intellect est-il explicite et univoque dans la philosophie aristotélicienne? C'est bien le problème, c'est pour ça qu'Averroès va nous aider. Donc, pour identifier ce que recouvre le problème de l'accès au principe chez Averroès, il est vraiment nécessaire d'identifier ce qui pose problème dans la philosophie de celui qui commente, explicite et interprète, à savoir Aristote. Donc, la question noétique de l'accès au principe n'est pas celle qui interroge l'existence ontologique du premier principe, mais celle qui présuppose l'existence du principe en questionnant la capacité de l'homme à pouvoir le connaître, l'intelliger ou le contempler. La condition d'accès au principe est donc en lien étroit avec la nature et les dispositions de l'homme, et tout particulièrement avec le nous, dont la traduction varie du concept d'âme à celui d'intellect. De fait, nous opterons pour la traduction d'intellect dans la mesure où il est plus proche de l'arabe apostrophe aql, qui est le mot arabe pour intellection, et il me semblerait que ce soit cette traduction-là qui soit parvenue à Averroès. Donc, on assimile le nous à l'intellect. De fait, la source des principes de l'intellection, et si on se réfère au livre 2, chapitre 12 des secondes analytiques, le nous. L'analyse de l'intellect est donc fondamentale pour envisager une connaissance du principe qui est, rappelons-le pour Aristote, intelligence, avec un grand I. Aussi, l'intellect a un statut particulier. C'est la faculté de l'âme qui nous permettrait d'intelliger à la fois des formes matérielles et des formes non sensibles, c'est-à-dire des formes sans matière, ou plutôt abstraites de la matière, c'est-à-dire les espèces intelligibles. En nous donnant la connaissance des étangs, il nous permettrait de remonter à l'être et au principe. Notons que par intelliger, on entend le fait de penser, mais dans un sens différent de celui de comprendre. Comprendre, ce serait l'acte de faire un tout avec les choses que l'on connaît, y compris les choses sensibles. A l'inverse, dans l'acte d'intelliger, il s'agit plutôt de faire acte d'intellection, c'est-à-dire d'opérer un acte de la pensée purement rationnel, ne comprenant pas tous les actes de la pensée infrarationnelle comme l'imagination, la mémoration, la perception. Il y a donc une distinction conceptuelle entre comprendre et intelliger, c'est pas la même chose, et de cette distinction découle la différence dans ce que l'on peut penser entre ce qui relève du singulier et ce qui relève de l'universel. Car nous le verrons, l'intellection est un phénomène psychique qui permet l'abstraction d'un concept, d'un universalisable et rend possible, à terme, la connaissance du principe. Donc, l'analyse de l'intellect est faite par Aristote dans le De Anima, qui est un livre de physique, ce qui peut surprendre au premier abord, puisque la finalité de l'intellect, comme on va le voir, c'est d'intelliger le premier principe, et donc c'est proprement métaphysique. Mais les considérations dans ce traité du De Anima de physique générale sur la séparation des facultés de l'âme glissent progressivement vers la question de la séparation spécifique de l'âme et du corps. La tâche de définition de l'intellect est donc rendue difficile. Comment est-ce qu'on explique le rapport entre l'intellect et le corps, entre l'intellect et l'intellection en acte, et pourquoi est-ce que l'intellect serait une faculté séparée et en quoi il permettrait la remontée jusqu'au principe. Donc je vais peut-être passer un peu vite sur ce rappel de la philosophie aristotélicienne, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc je vais me contenter de signaler là que pour Aristote, le traité de l'âme glisse sur la question de l'intellect agent spécifiquement, l'intellect agent étant en lien avec l'intellect qui reçoit, parce que puisque nous sommes capables d'intelliger et de recevoir des espèces intelligibles, ça implique qu'il y a quelque chose en nous qui est passif. Or, s'il y a un patent, il faut un agent. Donc, Aristote arrive à la nécessité d'un intellect agent qui serait le fait qui dépendrait du premier moteur, du premier principe, et cet intellect agent, malheureusement, c'est dans le De Anima 431a 1025,
l'intellect agent, on ne sait pas trop ce que c'est. Et Aristote ne sait pas non plus ce que c'est. Donc, on en arrive à un point où la connaissance du premier principe dépend du statut de l'intellect agent, de son action, de ses opérations et de ses modalités, et on est face à un vide laissé par Aristote. Donc, comment comprendre ce passage donc, que j'ai cité concernant la séparation de l'intellect agent et est-ce que c'est une séparation qui est seulement en essence? Est-ce que c'est une séparation réelle? Est-ce que l'intellect agent est un être transcendant? Est-ce que c'est une forme d'angélisme? On ne sait pas. Donc, dans la mesure où notre ambition n'est pas de faire un exposé historique de toutes les réflexions produites à partir de la nature de l'intellect agent, on va juste rappeler le mot de Tricot dans la traduction du De Anima qui dit que la nature de l'intellect agent a soulevé de vives controverses qui ne sont pas encore éteintes. 2500 ans plus tard. Il reste que le traité d'Aristote, en ce point précis, laisse la voie béante. Et s'il s'interroge sur la séparation potentielle de l'intellect agent est séparé, mais de l'intellect matériel qui reçoit donc les formes intelligibles, il n'apporte pas de réponse. Averroès s'étonnera d'ailleurs que l'intellect agent, la séparation de l'intellect agent, ne pose aucun problème aux commentateurs, que ce soit Alexandre d'Aphrodise ou Thémistus, tandis que la séparation de l'intellect matériel n'est pas admise. Parce que, en fait, la séparation de l'intellect agent et la séparation de l'intellect matériel sont deux parties de la même démonstration. En effet, l'intellect agent doit être séparé, car si on pose qu'il est mélangé à la matière, il doit soit se produire lui-même, soit il ne peut pas produire toutes les formes, les espèces intelligibles. Et le raisonnement est le même pour l'intellect matériel. S'il n'est pas séparé, soit il se reçoit lui-même, soit il ne peut recevoir toutes les formes. Donc on reviendra ultérieurement en détail sur ce point précis de la doctrine d'Averroès, mais on va signaler pour l'instant que la séparation des intellects est un point nodal du traité aristotélicien qui rend difficile l'identification de la voie et des conditions de l'accès au principe. Or, l'accession au principe est centrale, puisque la métaphysique aristotélicienne repose, comme nous l'aborderons dans ce qui suit, sur la possibilité d'intellection du principe. Nous avons montré, donc avec Aristote, que l'accession au principe et l'intellect sont intimement liés. Il nous semble primordial de pouvoir identifier une voie d'accès au principe qui se fonderait sur l'intellect, puisque le principe est intelligence. Cette quête a déjà été menée par des philosophes grecs, latins et arabes du premier millénaire, et elle a entraîné, osons, une perversion de la doctrine aristotélicienne, où la métaphysique et le mysticisme, la connaissance du principe et la contemplation religieuse ne sont plus des disciplines bien délimitées. Car, si elles peuvent être en lien, elles doivent néanmoins rester séparées par leur activité et leur finalité, sous peine d'oublier le rationalisme qui paraît si important dans la doctrine aristotélicienne. Donc c'est pour ces raisons qu'Averroès, donc 1126-1192, rejette le néoplatonisme, donc, notamment porté par Plotin, et l'aristotélisme néoplatonisant, qui sera celui d'Al-Farabi, son prédécesseur. Et, je peux rappeler ici le terme de Herbert Davidson, qui parlait de la philosophie d'Al-Farabi comme étant faite de briques aristotéliciennes avec du mortier néoplatonicien. Donc, Averroès rejette ces positions pour préserver la séparation entre foi et raison et mysticisme et démonstration. Il remanie, ou plutôt il reprend les thèses aristotéliciennes, et notamment l'analogie établissant qu'au même titre que la volonté est mue par le bien, l'intelligence est mue par l'intelligible. En reprenant la doctrine de la finalité aristotélicienne, il comprend que le mouvement se trouve dans l'intelligence et la volonté, qui ne sont ni corps ni puissance subsistance d'un corps, mais qui sont actualisés par la cause finale, à savoir le bien et la vérité. Plutôt que de considérer qu'il n'y a aucune forme qui ne soit donnée dans la matière avant l'intervention d'une intelligence agente séparée, donc ça ce sera le point d'Al-Farabi qui va faire un traité de commentaire des écrits d'Aristote qu'il s'agit, c'est plutôt un traité d'angélisme en fait qu'un réel commentaire de la philosophie d'Aristote. Donc Averroès rejette et considère que la matière contient en puissance les formes. Ce qui a pour conséquence, nous le verrons, que l'intellect humain peut abstraire les espèces intelligibles
et de là, c'est quand même génial, remonter intellectuellement jusqu'au principe. Donc pour Averroès, dans la question de la causalité entre le principe et le monde sublunaire, il affirme que chaque ciel se met en mouvement. Vous savez, donc c'est le monde sublunaire et il y a les sphères, 10 sphères et le principe. C'est la physique aristotélicienne. Donc, chaque ciel se met en mouvement par sa propre volonté et l'âme intellective céleste est le moteur immobile d'un tout. Donc Averroès résout l'opposition entre immanence et transcendance, puisqu'il explique le mouvement des sphères selon une composition de deux parties ontologiquement séparées, ou plutôt hétérogènes, qui fonctionnent ensemble comme un tout. Le mouvement des corps célestes et le rapport entre le principe et le monde sublunaire est expliqué selon une causalité de type noétique. Sauvant la métaphysique aristotélicienne dans sa dimension rationaliste, Averroès se donne donc pour tâche d'expliquer comment les thèses d'Aristote permettent un accès au principe selon un mode rationnel. Pour Averroès, la formation des substances intellectuelles est faite à partir de la cause première sous l'effet de la causalité noétique, c'est-à-dire qu'elle ne recouvre ni un produire ni un faire, mais un transfert de forme au moyen d'une activité intellectuelle. Aussi, pour expliquer cette causalité, qui permet l'accession au principe, Averroès va reprendre la théorie des intellects aristotéliciennes qui acquiert une place centrale et fondamentale dans la mesure où sur elle reposent les conditions d'accès au principe. J'avance. Donc c'est ici que commence l'interprétation d'Averroès pour justifier la possibilité d'accès au principe sans avoir recours à la contemplation mystique qui semble tout à fait étrangère à Aristote. Le problème central est qu'il faut résoudre. Le problème central et qu'il faut résoudre si l'on veut sauvegarder la métaphysique et la rationalité, c'est celui de l'union du corruptible et de l'incorruptible. C'est-à-dire comment peut-on envisager l'union de l'éternel avec le monde des corps et du devenir sans avoir recours au mysticisme. C'est pour répondre à ces questions qu'Averroès reprend les écrits d'Aristote et qu'il pose dans la faculté intellective humaine une hiérarchie de plusieurs intellects, au sommet de laquelle se trouve l'intellect agent, unique et extérieur, et l'intellect matériel qui serait séparé, lui aussi unique et éternel, qui pourrait être habité par l'intellect agent et serait alors l'intellect en habitus. Si vous voulez, il y a l'intellect matériel, l'intellect en habitus lorsqu'il est habité par l'intellect agent et l'intellect agent qui est acte pur. Donc, l'intellect, strictement, pour Averroès, est anorganique, mais il se fait quand même l'héritier de Galien et des découvertes médicales, et laisse une place au cerveau, dans la mesure où Averroès y situe l'activité des facultés de l'âme, c'est-à-dire les sens, l'imagination, la mémoire. Partant dans l'âme humaine, le pont entre intellect agent et intellect matériel se fait par l'intellect en habitus, qui est l'intellect agent en acte dans l'intellect matériel, c'est-à-dire la disposition des formes imaginaires à se transformer en espèces intelligibles. Pour comprendre les étapes qui mènent de la forme imaginaire à l'espèce intelligible, il faut reprendre le commentaire 5 du livre 3 du grand commentaire du De Anima fait par Averroès, qui s'appelle aussi l'intelligence et la pensée, dont la démonstration aboutit à l'élaboration de la thèse dite du monopsychisme. Donc le commentaire 5 est une réflexion qui s'élabore comme suit. Averroès part de l'affirmation d'Aristote qui stipule que l'intellect matériel n'a pas d'autre nature que la possibilité de recevoir les intelligibles, et qu'il n'a pas d'autre essence que celle de la possibilité, c'est-à-dire qu'il est pur potentiel en attente d'être actualisé par le mouvement de la pensée, l'acte d'intellection. Ce qu'Aristote nomme intellect, nous l'avons vu, c'est la faculté de distinguer les choses théoriques accompagnées de celle de penser aux choses pratiques. L'intellect matériel est donc ce qui est en puissance toutes les formes matérielles universelles et en acte aucun étant avant de l'avoir conçu. Or, pour Averroès, comme la matière première est une substance qui reçoit les formes sensibles et singulières sans les percevoir ni les connaître, et que l'intellect matériel reçoit les formes universelles, s'ils sont tous deux récepteurs, c'est-à-dire que la matière est réceptrice des formes singulières intelligibles en puissance et l'intellect des formes universelles intelligibles en acte,
L'intellect ne peut être de la matière première et n'est donc pas un corps ou une faculté existant dans un corps. Il doit donc être, pour recevoir l'universel, inengendrable et incorruptible. Il y a ici deux problèmes. D'une part, de la nécessité de faire passer la puissance à l'acte découle la nécessité d'un agent, donc dans le cas d'un intellect agent. Or, comme le récepteur est éternel et que l'agent est éternel, ce qui se produit à partir d'eux est éternel. Juste, c'est raisonnement logique. Et donc, comment la pensée, l'intellection singulière d'un individu, pourrait être éternelle? Puis le second problème qui se pose de la manière suivante, c'est comment faire pour concilier l'intellection universelle en acte et la singularité de pensée de chaque homme. Donc, seule la théorie d'Averroès nous permet de surmonter cette difficulté, c'est-à-dire penser en quoi l'intellect matériel est à la fois un et multiple. Pour ce faire, il va considérer que les termes aristotéliciens de l'âme sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ne s'appliquent pas univoquement à tout type d'âme. Pour lui, ce qu'Aristote dit de l'âme universellement parlant, à savoir que c'est l'acte premier d'un corps organisé, ne s'applique pas à la définition de l'âme intellective. Il y aurait une homonymie entre âme et définition générale de l'âme, l'intellect n'étant âme que par homonymie. L'intellect matériel est donc la seule partie de l'âme, à pouvoir être séparé du corps, à ne pas subir sa corruption, à la manière de ce qui est éternel et séparé. Cette hypothèse permet de résoudre un double problème, à savoir comment les intelligibles théorétiques qui semblent devoir être éternels peuvent l'être, et d'autre part, comment il est possible que l'intellect matériel n'ait aucune forme et pourtant soit déjà un certain étant, puisqu'il y a à la fois réception et préparation à l'espace intelligible. Donc, ici se trouve la triple thèse d'Averroès, à savoir que les intelligibles théoriques sont engendrables et corruptibles, alors ceux qui les reçoivent, si les intelligibles théoriques sont engendrables et corruptibles, alors ce qui les reçoit est éternel. Il faut que l'intelligible en acte ait deux sujets. Donc le premier sujet serait le sujet par lequel ils sont vrais. Le second sujet serait celui qui fait de chaque intelligible un étant du monde réel, l'intellect matériel. La seconde est celle de la tripartition des intellects. L'intellect agent et l'intellect matériel récepteur sont inengendrables et incorruptibles. Par contre, l'intellect en habitus qui est entre les deux, lui, est corruptible d'une manière et éternel d'une autre manière. Enfin, la troisième thèse d'Averroès est celle dite du monopsychisme. L'intellect matériel est un, éternel et séparé. Donc l'intellect matériel n'est ni matière ni forme, ni agrégat de forme et de matière. L'intellect est séparé du corps humain, donc le corps humain peut être indépendamment de l'être de l'intellect, qui est une instance pensante à laquelle on peut se connecter. Ensuite, l'intellect matériel est un pour tous les hommes. Enfin, il est éternel, l'intelligence est là avant nous, d'une part, et elle demeure quand l'homme n'est plus. L'homme possède alors deux composantes qui peuvent être l'une sans l'autre, à savoir qu'il est un corps animé qui aussi pense. La séparation substantielle de l'intellect matériel lui donne une réalité autonome par rapport au corps d'une part, mais d'autre part, il ne peut y avoir d'acte d'intelligence sans l'imagination de l'individu. En d'autres termes, il ne peut y avoir d'acte d'intelligence absolument abstrait. Ça, c'est la thèse d'Aristote contre le platonisme et le monde des idées, où dans le De Anima, livre 3, chapitre 7, 431, 16, 17, il affirme que l'âme ne pense jamais sans image. Et il y a vraiment un socle de singulier à l'abstraction et à la possibilité de l'universel chez Aristote, qui est repris par Averroès. Donc, il y a coïncidence de l'intellect séparé matériel avec l'intellect universellement agent, à tel point que ce n'est plus l'intellect singulier individuel humain, mais l'intellect agent qui a la capacité de produire ou de penser des intelligibles.
L'intellect agent est pris par Averroès dans une dimension actrice et illuminative. Il est transcendant, mais il est bien clair qu'il ne correspond pas au concept de Dieu. C'est l'intellect matériel qui est conjoint et qui n'est que préparation et possibilité absolue de recevoir toutes les formes intelligibles. L'acte qui provient de l'intellect agent lorsqu'il se conjoint à l'intellect en habitus, au moment où il le parfait, est un acte d'élévation. Lorsque cette élévation survient, la forme de l'intellect en habitus se corrompt et se détruit. Aussi ne reste-t-il que l'intellect matériel. À ce moment-là, l'intellect matériel appréhende donc l'intellect agent sans que ne l'atteigne la corruption. De fait, l'intellect agent est dans un premier temps cause agente, lorsqu'il actualise l'intellect in habitus, puis, une fois que l'intellect en habitus est parfait, il devient la cause formelle de l'intellect matériel. Et il permet donc d'intelliger les substances séparées. Mais quelles sont les conséquences de cette thèse à l'égard de la pensée du principe? L'intellect matériel est-il à appréhender comme savoir commun, comme puissance d'intelliger commune? Est-ce qu'il est la condition d'une même possibilité d'accès pour tous au principe? Mais surtout, si ce statut de l'intellect matériel est condition d'accès au principe, comment envisager, en termes théoriques et pratiques, qu'il soit un pour tous les hommes, qu'il préexiste à nous et ne meure pas avec nous, et qu'il soit séparé du corps? Quelles sont les conséquences à l'égard de la pensée, ou plutôt de l'acte d'intellection, pratique ou théorique, et de la connaissance du principe? Rappelons que l'intellect matériel doit résoudre le problème suivant. Être à la fois un certain étant, puisqu'il est, tout en n'ayant aucune forme, puisqu'il est pure réceptivité. Donc, si l'intellect matériel était une forme matérielle, il ne pourrait y avoir d'existence d'espèce intelligible universelle. Or, ce qui prouve l'existence de l'intellect matériel, c'est bien qu'il existe des concepts qui semblent être partagés par tous. Par exemple, du blanc singulier, nous pouvons intellectualiser le concept universel de la blancheur. Donc, nous l'avons vu, pour que soit compatible le fait d'être une certaine chose, un certain étant, tout en étant pure réceptivité, la thèse du monopsychisme est triple. L'acte d'intellection ne se fait pas à partir de la singularité d'un sujet pensant, mais s'accomplit par l'intermédiaire de la substance séparée qu'est l'intellect matériel. Qu'est-ce à dire? Non pas que l'homme ne pense pas, mais qu'il y a quelque chose qui, en l'homme, intellige. L'intellect matériel semble devoir être compris comme une puissance d'intelliger commune. Et effectivement, à l'échelle de l'espèce humaine, l'intellect matériel, cette puissance d'intelliger commune aux hommes a toujours été là, elle appartient à tous, et elle se cristallise au-delà de l'individualité. C'est-à-dire que si on prend l'espèce humaine comme des hommes qui succèdent aux autres, l'intellect matériel est toujours déjà présent, avant que nous naissions et que nous nous apprécions en ce monde. Donc, en ce qui concerne la question de l'immortalité de l'âme, on peut dire que pour Averroès, il n'y a pas d'immortalité personnelle. En effet, lorsque le corps se corrompt, le psychisme s'éteint complètement. En revanche, puisque l'intellect est impersonnel, il subsiste en tant que pure intelligence vide et sans contenu. Comme l'intellect matériel est un, l'homme, saisi universellement, existerait avant que n'existent des hommes individuels, ayant pour conséquence que l'homme ne serait ni engendrable ni corruptible en tant qu'homme, mais uniquement en tant que corps. Se pose alors la question suivante. Est-ce que cette qualification de l'intellect matériel implique une même condition d'accès au principe pour tous? Comme nous l'avons vu, le principe est intelligence. Il est donc possible d'y accéder sur un mode intellectif. Et comme l'homme, en tant qu'espèce, est doté d'une seule et même puissance d'intellection, il nous serait peut-être permis de penser que la théorie rushdienne du monopsychisme induit la mise en place d'une communauté en ce qui concerne la possibilité d'accès au principe. En effet, puisque le substrat des pensées est extérieur et que l'illumination de l'intellect matériel par l'intellect agent est condition d'accès au principe, ne dépendent pas de la singularité de l'acte de l'intellection, mais de la préparation à la réception des formes intelligibles qui relèvent du commun parmi les hommes. Et donc, il nous semble que la thèse rushdienne constitue les fondements d'une communauté d'hommes qui se trouve sur un pied d'égalité, du moins en ce qui concerne la possibilité d'accès au principe. Donc non seulement Averroès sauvegarde la métaphysique et la question de l'accès au principe du mysticisme,
Mais il nous semble que de surcroît, il théorise quelque chose de commun à tous les hommes. Et que finalement, pour peu que ces hommes soient mus par la volonté du bien et l'intellection du vrai, ont, en passant par la connaissance des étangs, la possibilité de rejoindre le principe. Car, et c'est une autre des conséquences de la théorie röschdienne, il me semble que la modalité d'accès au principe réside dans l'articulation des différents principes de l'intellection. Articulation en termes de laquelle il découle nécessairement une connaissance universelle des étangs, entendue en tant qu'intelligible universel. Aussi, la connaissance du principe s'identifierait à la connaissance de tous les étangs de ce monde. Mais si nous avons élucidé la possibilité d'accès au principe telle qu'elle est décrite par Averroès, à savoir un accès sur un mode intellectif, rendu possible grâce à un remaniement de la théorie des intellects aristotéliciennes, c'est-à-dire en posant un intellect matériel unique et séparé, et éternel, il nous reste à élucider les opérations qui permettent l'accession au principe. La condition d'accès au principe réside dans la connaissance de tous les étangs, c'est-à-dire dans l'actualisation dans l'intellect matériel, par le biais de l'illumination de l'intellect agent des formes intelligibles universelles. Mais comment accéder à ces formes universelles? En d'autres termes plus généraux, comment établir un lien entre le singulier et l'universel? Comment l'intelligence de l'homme, qui est un être de matière, peut-elle s'élever vers la connaissance du principe qui relève de l'universel? Comment dépasser la coupure ontologique que l'on trouve, comme chez Platon, entre l'image singulière et l'idée universelle? Est-ce qu'il y a un lien entre la possibilité d'intelliger le principe et la pensée individuelle et singulière? C'est là qu'il faut revenir au De Anima d'Aristote et l'homme ne pense pas sans image. L'espèce intelligible, la forme universelle actualisée, n'est pas une forme transcendante ou extérieure au monde sublunaire, mais elle est abstraite à partir de la singularité des états. En effet, dans l'illémorphisme aristotélicien, matière et forme, la matière et forme ne peuvent exister l'une sans l'autre. Il n'y a pas de matière sans forme, il n'y a pas de forme sans matière. Donc, ce que nous nommons les espèces intelligibles, les formes universelles en acte actualisées dans l'intellect matériel récepteur, doivent entretenir un rapport à la matière si on ne veut pas qu'elles, de nouveau, elles soient des représentations absolument vides de contenu. Il reste donc pour Averroès à établir un lien entre l'intellection en acte de l'espèce intelligible et l'image singulière, lien qui est absolument nécessaire si on considère que l'homme peut accéder au principe. Donc, pour Averroès, le principe étant la finalité et la raison d'être du mouvement, donc le changement, l'altération, la génération, la corruption de tous les étangs, c'est par la connaissance de ce qui est universel dans tous les étangs que l'on peut connaître le principe. Mais comment, à partir du monde des corps, du devenir de la singularité de la matière, est-il possible d'atteindre l'incorporel, la forme, le principe? Il faut en revenir aux seconds analytiques d'Aristote, où il met en place la différence entre universel et singulier. Aristote établit, en parlant de l'abstraction conceptuelle, qu'il y a un passage possible entre le singulier et l'universel, dans la mesure où il y a une immanence de l'essence dans les singuliers. Toujours pareil, lié à cette théorie dite de l'illémorphisme, qui considère que toute chose est formée dans un tout indissociable d'une matière et d'une forme qu'il est possible d'abstraire. Mais dans ce qui nous intéresse ici, à savoir la possibilité d'abstraire des universaux et donc de remonter au principe, et donc le problème de l'être au sens d'exister et de l'essence, la question n'est finalement pas de savoir si l'universel est cause du singulier ou inversement. La question est plutôt de savoir si le singulier contient en puissance l'universel, et si oui, comment est-ce qu'il est possible de l'abstraire. Donc, pour Aristote, l'universel ne peut exister hors des choses, comme une forme qui s'épandrait du dessus, purement transcendante. Par exemple, la blancheur ne précède pas ce blanc-ci. Elle n'est pas cause de ce blanc-ci. Si l'on peut connaître la vérité de ce qu'est le blanc, au sens où le concept de blancheur inclurait tous les blancs particuliers, ce n'est qu'au terme du processus d'abstraction permettant d'isoler, dans ce blanc singulier, la blancheur. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut considérer que l'universel est une séparation intellectuelle que l'on dégage des choses. C'est-à-dire que la blancheur n'existe pas dans la vraie vie. Par contre, c'est une séparation qui est produite intellectuellement par l'homme, et donc l'universel,
par du singulier et induite par l'acte d'intellection de l'homme. Donc, retournons à la doctrine d'Averroès. Le Cordouan nomme dans L'intelligence et la pensée les représentations qui sont produites à partir de la perception du monde sensible des intentions imaginées. L'intention est la forme universelle ou singulière que l'âme reçoit. C'est, je cite donc L'intelligence et la pensée, une empreinte psychique, une entité mentale dont les sens puis l'intellect peuvent pâtir, et qui témoigne par le biais du corps de l'affection de l'âme par le monde. Donc, dans le processus d'abstraction qui va du sensible à l'intelligible, le rôle de l'image est fondamental, puisqu'on ne peut penser sans représentation. Ces intentions imaginées, qui sont donc des images singulières, servent de support au processus d'abstraction vers la connaissance de l'universel, et donc de support pour la connaissance du principe. La jonction des intelligibles avec nous autres hommes se fait par la jonction des intentions intelligibles avec nous, plus précisément de cette partie des intentions intelligibles qui est en nous d'une certaine manière, comme leur forme, et ce sont les intentions imaginées. Mais quel est le processus qui permet le passage entre les intentions imaginées, qui sont donc numériquement multiples, puisque liées à la singularité de chaque individu, et l'espèce intelligible, qui est numériquement une, puisqu'elle est universelle pour tous les hommes qui intelligent. Il y a donc, pour Averroès, plusieurs opérations noétiques à identifier qui permettraient de détacher de la sensibilité, ou du moins du mode d'existence propre aux sensibles, multiples et divers, l'espèce intelligible. Ce qui nous permettrait de comprendre comment est-ce qu'Averroès peut envisager une science du principe. Donc, dans le De Anima, Aristote pense les facultés de l'âme comme suit: végétative, sensitive, appétitive, imaginative et intellective. Comme nous l'avons vu, la question du De Anima glisse progressivement vers la question de la séparation de l'âme intellective, l'intellect, avec le corps. Et la réponse du Stagirite est des plus ambiguës. C'est pourquoi un commentateur comme Alexandre d'Aphrodis pourra écrire au IIIe siècle après Jésus-Christ que l'âme est quelque chose qui résulte d'un mélange physico-chimique et que le sommet de ce mélange serait l'âme humaine, qui aurait une puissance qui s'accroît proportionnellement à la stabilité du mélange et n'aurait rien de commun avec l'universel et encore moins le principe. Pour Alexandre d'Aphrodis, qui est donc un commentateur d'Aristote, tout partirait d'en bas, c'est-à-dire de la matière. C'est pour contrer cette thèse matérialiste que Averroès repense le rôle des facultés de l'âme pour envisager l'union du singulier avec l'universel. L'enjeu est donc d'établir un lien entre les facultés de l'âme qui sont reliées aux images singulières, au sens, et donc à la matière, et l'intellect qui permet la production d'espèces intelligibles qui sont reliées au principe. Donc les facultés de l'âme, qui permettent de percevoir, de penser, pour Averroès, sont hiérarchisées par ordre d'importance dans leur fonction d'abstraction du concept. Au plus bas degré se trouvant les facultés en lien direct avec le sensible, et au plus haut degré les facultés qui sont en contact avec l'intellect agent et par extension le principe. Donc pour Averroès, la faculté intermédiaire entre le sensible et l'intelligible, c'est la faculté cogitative, c'est-à-dire ce qui nous permet de cogiter, de produire des fantasmes P-H-A-N-T-A-S-M-E, c'est-à-dire des images qui sont déjà travaillées par la cogitation, c'est-à-dire qu'on a repensé. Donc la cogitative qui a la fonction de trier les images et de dégager des images singulières, des noyaux pré-intelligibles, les fameux fantasmes PH, qui seront le substrat de la production conceptuelle. Donc, par cogitation, Averroès entend que c'est une faculté qui consiste à rendre présente toute forme d'image. Si les images vraies sont nombrées selon les individus sensibles, ce type d'image existe par la cogitation à partir des images d'individus sensibles. Donc la faculté cogitative est naturellement apte, à partir des images des choses, à rendre présente à la conception une chose qui n'a jamais été sentie. C'est donc dans un lien entre faculté
sensitive qui permet, grâce à la faculté mémorative, de créer des images, et donc la faculté imaginative, de synthétiser tout ça au sein de la faculté cogitative, qui est donc le plus haut degré de ce qu'une image peut être à partir de notre singularité. Donc l'image singulière se forme par les facultés intérieures de l'âme et se dépose dans la cogitative. Mais pour Averroès, il manque une étape pour que soit abstraite en espèce, cette image singulière soit abstraite en espèce intelligible, c'est-à-dire dépouillée de tout ce qui fait sa singularité. Pour transformer le singulier en universel, il faut une illumination des images qui repose dans la cogitative par l'intellect agent. C'est sur la singularité d'une image que doit s'exercer la puissance de l'intellect agent si l'on veut penser quelque chose. Et les images seules ne suffisent pas pour penser, ce qui reviendrait en effet à confondre l'individuel et l'universel. J'anticipe les questions qu'il pourrait y avoir plus tard. Cette question de l'illumination par l'intellect agent, l'acte d'illuminer de l'intellect agent, l'illumination, on n'est pas sûr, je ne suis pas sûre exactement de savoir ce que ça recouvre en termes métaphysiques. Donc il y a une analogie qui est celle de l'illumination. Peut-être qu'on reviendra dessus après. Donc, dans le processus intellectif, de l'image singulière à l'espèce universelle, l'abstraction se fait en deux temps. La première opération est singulière et consiste en une production des facultés sensibles de l'individu qui produisent ce qui est cogitable ou support de la cogitation, à savoir l'image ou l'intention imaginée. La seconde opération est universelle et commence là où la première finit. C'est l'action de l'intellect qui produit l'intelligible. C'est-à-dire, là je cite Jean-Baptiste Brenet, qui est un spécialiste de la philosophie freudienne, il appelle ça le cogitable désindividualisé. L'image dépouillée de tout ce qui fait sa singularité. Et donc, c'est cette action de dépouillement de l'intellect agent, qui n'agit pas directement sur l'intellect matériel, mais aussi sur la faculté cogitative, qui permet que soit déposée dans l'intellect matériel une forme universelle, intelligible, qui découle de nos images singulières. Il y a donc deux moments dans les opérations de la pensée qui permettent le passage du singulier à l'universel, qui sont la réceptivité des sens et de l'intellect matériel, et l'activité de l'imagination et de la cogitation qui travaillent ensemble, et de l'intellect agent. Penser, c'est donc posséder ce qui est de l'ordre du concept universel dans une image représentée. Je trouve ça magnifique, cette possibilité donc, créée par la philosophie freudienne de se dire que à partir de nos petites existences singulières, de nos petites vies, petites images, il est possible d'atteindre un étant universel et la somme des étangs universels nous rendant comme identifiés au principe. Donc, la connaissance intellectuelle atteint un certain degré dans le général, dans le processus qui mène de la perception à la cogitation en passant par le sens commun et la mémoire. Lorsque la représentation contenue dans la cogitative s'accomplit, l'intellect agent s'unit à l'homme singulier et illumine les images singulières représentées pour en abstraire le caractère universel. Mais il nous reste à envisager comment cette illumination peut être motrice pour l'intellect possible et donc intervenir dans l'acte de pensée, ainsi qu'appréhender les conséquences en ce qui concerne la subjectivité et la connaissance du principe. Sans la faculté imaginative et cogitative, l'intellect qu'on appelle intellect matériel ne conçoit rien. Ces facultés, en effet, sont comme les choses qui ces facultés sont comme les choses qui préparent la matière de l'art à recevoir l'action de l'art. Là, c'est une métaphore très intéressante qu'utilise Averroès, qui nous fait comprendre que l'image singulière doit être sujet moteur dans l'acte d'intellection. Pourtant, l'intellect n'est pas supporté par le corps. Comment est-ce qu'il peut être en lien avec un individu singulier via l'image? Sur le plan noétique, la question d'Averroès n'est pas de savoir qui pense, mais d'établir ce qu'est le sujet de la pensée. Si l'image singulière appartient et est formée par l'action conjointe de la faculté imaginative et de la faculté cogitative, l'espèce intelligible advient quant à elle dans l'intellect matériel.
il y a coopération entre l'image et l'intellect agent dans la production de l'espace intelligible. La pensée en acte a pour sujet l'image, et c'est donc l'image qui est motrice, et l'intellect matériel qui est réceptivité. Quant à l'intellect agent, de lui-même, il travaille les images et en tire les concepts. Ceci dit, l'intellect agent n'est pas la source ou le contenu des concepts, mais son rôle est de les rendre pensables, en tant qu'il produit l'universalité. La conception est donc l'effet de la fécondation de l'intellect par la réalité, subsumée à l'activité de l'intellect agent. Donc la condition de possibilité de connaissance du principe tient dans l'immanence de l'universel dans le sensible, qui contient l'intelligible en puissance. Résumons. Lorsque l'on forme une image singulière, la cogitative, qui est la faculté matérielle la plus proche du spirituel, permet, une fois l'illumination de l'image singulière par l'intellect agent, de mettre en mouvement l'intellect matériel, c'est-à-dire la puissance d'intelliger quelque chose d'universel. Par exemple, lorsque je vois cette pierre-ci, cette table-ci, ma faculté cogitative, donc qui a pour Averroès un organe déterminé qui est dans le ventricule moyen du cerveau, forme l'image singulière de la pierre ou de la table. C'est-à-dire la représentation de la pierre ou de la table, et, qui équivaut à une intention imaginée. Et l'espèce intelligible de la table, la tabléité, est une chose qui n'a pas de rapport avec la matière, qui est produite par la synthèse des représentations de la cogitative. C'est-à-dire que la pierréité, l'essence de la pierre, la tabléité, l'essence de la table, n'a plus de rapport avec le sensible. Cette synthèse, lorsqu'elle atteint un certain degré d'accomplissement, c'est-à-dire lorsque j'ai suffisamment cogité la question de la table ou de la pierre et que j'ai parfait ma représentation de la pierréité ou de la tabléité, donc quand cette représentation-là est parfaite par la cogitative, alors l'intellect agent l'illumine et elle devient une espèce intelligible universelle qui sera reçue par l'intellect matériel. Donc il faut distinguer l'intention pierre ou table, qui est une forme de pensée, et l'intellection de la pierréité ou de la tabléité, qui correspond à l'activation de l'intelligible par l'intellect agent. Ça confirme que pour Averroès, l'universel n'existe pas hors des choses, mais a son lieu dans la séparation intellectuelle qu'on abstrait et que l'on dépose dans l'intellect. En d'autres termes, l'universel est quelque chose que l'on intellige, qui n'est pas séparé des choses desquelles il est abstrait, mais ne se confond pas non plus avec elles. Et en ce qui concerne l'intellection du principe, son accession ne s'effectue pas au prix d'un saut ontologique entre le pensant et le pensé. On pense un peu à Platon, hein, le monde des idées et le monde des hommes, mais implique une connaissance par degrés, c'est-à-dire en fait un accomplissement, un achèvement progressif des représentations via le phénomène d'abstraction. Ainsi, dans les opérations qui permettent l'intellection du principe, l'intention imaginée doit intervenir en tant que moteur. C'est elle qui permet de faire advenir l'espèce intelligible dans l'intellect matériel. Sans l'image, l'intellect serait inapte à s'illuminer. Au même titre, sans l'intellect agent, l'image singulière reste vide de son contenu, de sa forme universelle. Et puisque l'espèce intelligible reste en adéquation avec l'image singulière qui participe de son essence, si elle représente l'universel, l'intellect peut aussi connaître le singulier à partir d'elle. Donc, je crois que c'est assez clair l'idée que l'intellect agent, la cogitative, permet un dépouillement de la singularité de la matière de l'image qui permet donc le dépôt d'une espèce intelligible dans l'intellect matériel. Donc on peut comprendre pourquoi finalement l'intellect n'a pas besoin de corps pour intelliger. C'est-à-dire qu'il a besoin de l'image dans le corps, ce qui résout le problème de l'union des corps et des incorporels. Pour que l'image soit motrice, on a besoin d'elle pour penser, il faut qu'elle s'offre au dépouillement de l'intellect agent. Le corps n'est donc pas le réceptacle des espèces intelligibles. Il n'est pas à strictement parler le sujet de la pensée. Et ça, c'est incroyable. Enfin, disons que c'est une vision de la subjectivité qui est complètement contraire à ce qu'on peut avoir dans notre chrétienté, à savoir le je, sujet responsable
de nos péchés et de notre rédemption. C'est une vision de la subjectivité où finalement le jeu n'est pas forcément... je dirais qu'il n'existe même pas, en fait. Il y a deux sujets de l'acte de pensée et donc la redéfinition de la subjectivité tient en cela que le corps ne peut pas être sujet de la pensée. Donc, lorsque je pense, ce n'est pas strictement, ou du moins comme on peut le comprendre, moi qui pense. C'est l'ipséité du moi, à savoir l'identité à travers le temps, l'unité qui est l'identité numérique et l'unicité, donc demeurer le même malgré les changements, n'est plus ce qui permet d'expliquer que je, sujet indivisible et unique, pense. Et on en revient au fait que pour Averroès, il y a donc deux sujets de la pensée. À la fois l'intellect matériel qui est éternel, unique et séparé, et qui est le substrat des pensées en tant qu'il est le lieu de réception des espèces universelles intelligibles lorsqu'elles sont actualisées, mais aussi des images singulières qui permettent à l'intellect agent d'abstraire à partir d'elles les espèces intelligibles. Ces deux sujets de la pensée, le fait qu'il y ait deux sujets de la pensée, on pose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire comment peut-on dire que l'homme pense si le substrat des pensées lui est extérieur et que le moteur des abstractions est extrinsèque. Comment expliquer qu'une pensée puisse être nouvelle et comment se fait-il que lorsque je pense, tu ne penses pas la même chose que moi et lorsque tu penses, je ne pense pas la même chose que toi. Au sens où si l'intellect matériel est unique, éternel séparé, on ne comprend pas bien comment l'individualité de la pensée est possible. Et Averroès a la réponse. Il résout ce problème. C'est-à-dire que là où on pourrait croire que la conséquence directe de toute cette histoire d'intellect agent matériel ne fait que l'homme ne peut pas être le sujet de ses propres pensées, en fait, il me semble que c'est une des critiques qui lui avait été faite par, je ne sais plus si c'est Étienne Tempier ou Saint Bonaventure, où finalement... c'est Thomas d'Aquin. Oui, alors je prends... Mais par Saint Bonaventure, tu vas direct chez les Dominicains, voilà, Bonaventure était dominicain aussi. Oui, voilà. C'est pas la question, sinon c'est tous les dominicains en général. Voilà, disons que l'avéroïsme est une folie. Saint Thomas d'Aquin la critique Averroès pour cette raison. C'est-à-dire qu'il y a des opérations qui défont l'unité de l'être pris en tant que forme et matière. Par contre, il respecte énormément Averroès, dans le sens où il y a cette notion d'intellect agent et d'intellect matériel, d'intellect passif, d'intellect agent, qui est au centre de deux modalités de la rationalité dans l'analogie, et qui a un constant de conversion vers l'analogie, vers le principe. Oui. Tout ça, il le respecte, mais effectivement, c'est ce point-là qui est la cause de l'idée que c'est une folie, parce que c'est une folie qui sépare l'homme de sa propre unité en tant qu'il est forme et matière, tout simplement. Alors, c'est bien le point, c'est que donc, le jeu en tant qu'unité ne tient plus, mais en revanche, c'est absurde de dire que l'homme ne pense pas, ou que la pensée, dans la mesure où elle est éternelle, soit la même pour un enfant et un vieillard. C'est des critiques qui ont été, comme tu le dis très justement, qui ont été faites. Donc, mais après, on en parlera, mais je pense, parce que tu identifies quand même un peu trop la pensée chrétienne, rationaliste, réaliste, on va dire, thomasienne ici. Mais on pourrait penser aussi à la mystique chrétienne avec Bonaventure, hein, parce que dans les deux cas, l'un et l'autre sont même s'ils sont en opposition sur beaucoup de points, comme Averroès pourrait être avec Rabbi. Oui, tout à fait. C'est un peu le même schéma, mais en même temps, il y a des points communs aussi. Mais c'est une manière de penser, on va dire, le monde, à partir d'un texte révélé. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a, peut-être ça c'est à discuter, mais tu identifies trop la subjectivité à une forme cartésienne ici dans le christianisme. Pas encore, justement. Ouais. Pas encore. Parce que la manière dont tu en parles, en tout cas, c'est quand tu dis le jeu, il n'y a pas de jeu dans le christianisme. Mais en fait, le scandale avéroïste... Il n'y a pas de moi au sens cartésien. C'est ce que je veux dire par rapport à... Peut-être que je finis, on reviendra... Oui, bien sûr. On reviendra après. C'était une question... Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que tu l'as juste dit, le jeu, le temps d'une subjectivité, qui semble plus renvoyer à mon sens à Descartes qu'à Saint Thomas ou à Saint Augustin. Il y a toute une articulation sur le sujet de péché et de rédemption
D'accord. qui est donc la responsabilité de l'homme sur Terre pour la chrétienté. Et donc le fait que l'on... Bon, on reviendra dessus. Donc, pour Averroès, le lien entre l'intellect et l'homme se décompose selon deux modalités de l'acte de pensée, c'est-à-dire selon deux substances intellectuelles séparées. D'un côté, il y a la relation entre l'intellect matériel et l'homme, et l'autre, la relation entre l'intellect agent et l'homme. Aussi, la manière d'actualiser la pensée sera dépendante de la substance intellectuelle qui est en jeu dans tel ou tel mode de pensée. Donc, ces différents régimes d'actualisation expliquent que le lien entre chaque intellect et l'homme ne se déploie pas de la même façon pour un enfant que pour un vieillard, ou que pour un philosophe. Mais surtout, l'image singulière est sujet moteur de la pensée, en tant qu'elle permet à l'intellect matériel de recevoir l'espèce intelligible abstraite à partir d'elle. Or, nous l'avons vu, la formation des images singulières est liée aux facultés de l'âme, qui, dans le processus de formation de la représentation, s'initie dans les facultés sensibles pour s'accomplir via la faculté cogitative. Le fait que l'image singulière soit sujet moteur de la pensée a pour conséquence qu'elle entretient un rapport avec le corps. Il y a un rapport avec le corps par l'image singulière. Lorsque l'homme intellige, si quelque chose ne change pas, à savoir l'intellect, il y a bien quelque chose de lui qui change, son corps et dans sa dimension organique, l'âme inférieure qui lui est associée. L'image vient du corps. Donc la pensée est certes éternelle, puisque l'intellect matériel l'est, mais pas à l'échelle individuelle, elle est à l'échelle de l'espèce humaine. Ainsi, si un homme meurt et se corrompt, un autre le remplace, puis un autre, si bien que l'homme en tant qu'espèce est toujours nécessairement en possession de tous les intelligibles. On peut dire que l'homme pense, puisqu'il possède, par ses images, la partie formelle des intentions produites par l'abstraction de l'intellect agent. Dans la mesure où il est responsable, au sens où l'acte dépend de sa volonté, du perfectionnement de ses représentations, duquel dépend l'illumination par l'intellect agent, il pense. Ainsi, l'homme qui pense est, par les images singulières, qui, si elles ne se déposent pas dans le corps, sont quand même formées à partir de lui. Donc l'homme est sujet de l'espace intelligible. L'homme singulier sert de support aux images singulières qui ont des espèces intelligibles en puissance, et c'est dans la jonction avec l'intellect agent que l'on peut dire que sa pensée est individuelle. Puisque l'image est sujet de l'intelligible, l'homme est d'une certaine manière substrat de cette pensée. Établir qu'il existe deux sujets de la pensée, à savoir l'image singulière finie dans l'espace et le temps, et l'intellect matériel qui est unique, éternel et séparé, explique qu'on puisse dire que l'homme individuel pense. En d'autres termes, le fait que l'image singulière soit un des sujets de la pensée, qui fonctionne avec l'intellect matériel lorsque l'homme intellige, et donc le fait de poser qu'il existe deux sujets de la pensée, explique que la pensée puisse être nouvelle. En revanche, nous le voyons, le terme de sujet ne sert pas à définir l'homme qui pense, le je qui pense. Il désigne l'image singulière en tant que sujet de l'espèce intelligible en acte, l'image lorsqu'elle est motrice, c'est-à-dire lorsqu'elle est accomplie et qu'elle peut, après une illumination par l'intellect agent, faire pâtir l'intellect matériel, qui la reçoit en tant qu'espèce intelligible universelle. Et je reprends juste le mot de Renan qui s'étonnait, on pourrait croire, mais en fait a extrêmement bien compris Averroès, qui disait que l'unité de l'intellect ne signifie pas autre chose que l'universalité des principes de la raison pure et l'unité de constitution psychologique de toute l'espèce humaine. Et passons sur l'anachronisme de mettre du Kant dans Averroès, mais il me semble que c'est une excellente manière d'envisager en quoi l'intellect matériel est éternellement unique et séparé. Donc pour conclure, l'idée que ouais, c'est les lumières du monde musulman du XIIe siècle, tout à fait. Ouais. Donc pour conclure, Averroès affirme que pour pouvoir accéder au principe, il faut envisager l'intellect agent comme porteur d'une double causalité. Donc je vous fais grâce de la double causalité et de la justification de l'intellect agent comme cause formelle et comme cause agente. Et
On peut juste noter que, je faisais une réflexion sur l'intellect agent qui fonctionne comme une illumination, une analogie, on ne sait pas trop ce que c'est. Donc Averroès parle de la question du diaphane, c'est-à-dire un milieu qui permet de faire passer de recevoir la lumière et de faire passer par exemple la couleur de la puissance à l'acte. C'est-à-dire que comme l'intellect agent, le diaphane reçoit la lumière de deux manières, c'est-à-dire la première est directe et émane immédiatement de la source des rayons lumineux, et la deuxième est médiate, dans la mesure où elle est constituée par la réflexion des rayons lumineux sur les objets. Réfraction, réflexion. Tout à fait. Et en fait, il fait... Donc, parce qu'il fait un parallèle avec le diaphane et le fait de justement réfraction des rayons lumineux, où en fait, il considère que l'intelligence de l'homme est comme un miroir qu'il faudrait polir, travailler à polir pour avoir la représentation singulière la plus parfaite possible pour permettre l'illumination de l'intellect agent. Donc, la double causalité de l'intellect agent permet de comprendre la jonction avec l'homme et de l'homme avec le principe. En effet, quand l'intellect agent actualise les représentations singulières en espèces intelligibles universelles, il est cause agente. Et quand l'intellect matériel se parfait dans l'acte d'intellection, c'est-à-dire quand un individu parvient à penser la totalité des espèces intelligibles, il peut parvenir à l'intellection de la cause agente elle-même, et à ce moment-là, l'intellect agent deviendra cause formelle de l'intellect matériel. C'est dans cette mesure-là où, comme la lumière agente qui illumine le diaphane, qui est l'intellect matériel, on peut envisager la possibilité d'accès au principe par l'acte d'intellection, puisque c'est uniquement suite à la préparation de la réflexion des rayons lumineux dans l'accomplissement des abstractions formées et reçues par l'intellect en habitus, puis la destruction de ce qui en nous est lié aux images, que l'intellect agent devient la forme de l'intellect matériel et que l'homme peut alors être identifié au principe, c'est-à-dire se hisser jusqu'à lui dans une identité de forme qui est la plus haute perfection. Et donc je cite l'intelligence et la pensée, et l'espoir dans la possibilité de jonction de l'intellect à l'homme réside dans la démonstration qu'il est en relation à l'homme au titre de forme et d'agent, et non pas seulement au titre d'agent. La connaissance du principe désormais identifié implique que l'homme doit avoir connaissance de tous les états. C'est-à-dire que lorsque l'homme, le philosophe pour Averroès, actualise la totalité des espèces intelligibles dans son intellect matériel, il est semblable au principe, puisque dans l'acte d'intellection, il y a identité entre le pensant et le pensé. L'intelligence universellement agente devient la forme de l'homme. Ici réside le plus haut espoir et la plus haute finalité humaine, qui se déploie dans le désir de connaissance pour aboutir à l'identification de l'intellect de l'homme avec l'intelligence du principe. En d'autres termes, une érotique de la connaissance qui se meut et s'achève en béatitude intellective. Je vous remercie.